La perception sélective est le fait de catégoriser et d'interpréter l'information sensorielle issue de l'environnement immédiat. Elle décrit comment l'être humain parvient à une prise de conscience ou de compréhension dans son activité psychologique interne. La perception sélective est la tendance à interpréter de manière sélective ce que l'on observe ou entend, en fonction de notre propre expérience, de nos centres d'intérêt, de notre situation sociale, de nos valeurs, etc. Ainsi, dans les informations reçues, les individus perçoivent de manière partielle ce qui les intéresse, tout en ignorant les points de vue opposés, en ne remarquant pas ou en oubliant plus rapidement ce qui provoque un malaise émotionnel ou ce qui contredit nos croyances. La perception sélective est un terme général pour identifier le comportement que toutes les personnes mettent en œuvre pour voir les choses en fonction de leur cadre de référence particulier. Elle permet également de décrire comment l'information sensorielle est classée et interprétée d'une manière qui favorise telle catégorie ou telle interprétation par rapport à telle autre. Pour exemple, un enseignant enclin au favoritisme ignorera les mauvais résultats de son élève préféré, tout comme il pourra ignorer les progrès de l'élève qu'il apprécie le moins. Un supporter d'une équipe de football voit bien plus facilement les fautes de l'équipe adverse que celles de l'équipe qu'il soutient. Ou encore, le jour où nous avons envie d'acheter une nouvelle voiture, toutes les publicités des différentes marques d'automobiles nous apparaissent et nous les voyons partout, alors qu'avant, nous ne les remarquions même pas. La perception sélective peut s'expliquer de deux manières. L'utilisation des expériences du passé pour construire la réalité d'aujourd'hui, à l'aide de nos modes de pensée. La nécessité de filtrer les informations que nous considérons comme utiles, car nous serions complètement submergés si nous devions réagir à tous les stimuli qui se présentent à nous dans la journée. Ce filtrage s'opère sur la base de notre système de valeurs et de croyances. Cette sélection des informations peut conduire à se méprendre sur des personnes, à mal interpréter certaines situations, à commettre de graves erreurs et même à provoquer des catastrophes. L'effet Hawthorne se produit lorsque le comportement des sujets d'une étude n'est pas uniquement dicté par les facteurs expérimentaux, mais également par leur conscience de participer à un test. Cible de toutes les attentions et finement observé par l'enquêteur, le sujet de l'étude fait preuve d'une motivation et d'une productivité accrue. De ce fait, les résultats sont biaisés. La relation cause à effet des facteurs expérimentaux sur le comportement du sujet est complexe à formaliser. L'enquêteur tire difficilement des conclusions fiables et pérennes de son étude. Le phénomène est décelé à l'occasion d'une expérience réalisée en 1923 auprès des ouvrières de l'usine Western Electric, la Hawthorne Works, située dans la banlieue de Chicago. Il s'agit alors de déterminer l'impact de la luminosité sur la productivité au travail en faisant varier les paramètres d'éclairage. Les résultats indiquent que la productivité des ouvrières augmente systématiquement, même dans les groupes testés sur des paramètres d'éclairage défavorables. De 1924 à 1932, le professeur Elton Mayo et son équipe de théoriciens de la Harvard Business School entreprennent des tests avancés pour comprendre ce résultat surprenant. Ils introduisent d'autres variables, comme le montant du salaire, la durée des pauses ou encore l'autorisation ou non de parler pendant le travail. Quelles que soient les conditions, d'un groupe test à l'autre, Elton Mayo observe que la productivité augmente. Cette hausse, néanmoins, n'est pas durable. Après quelques jours, la productivité stagne pour enfin décroître. L'effet Hawthorne est théorisé et plusieurs constats émergent. Sur le plan sociologique, être choisi pour participer à une expérience favorise l'estime de soi et accroît en conséquence la motivation. Sur l'aspect productivité au travail, la conscience du sujet d'étude d'avoir un rôle actif au sein d'un groupe dans un intérêt collectif à l'échelle de l'entreprise suffit à augmenter sa productivité, quelles que soient les conditions de travail testées. En termes de management, l'observateur prend naturellement une position participative dans le déroulement de l'enquête. L'effet Hawthorne n'est pas considéré comme un phénomène inéluctable, mais permet de mettre en évidence un risque à surveiller au moment de réaliser une expérience ou d'exploiter les résultats d'une étude de marché, par exemple. L'effet Hawthorne, en outre, permet de comprendre certains comportements en entreprise. L'entreprise constate que les éléments d'ordre psychologique
impactent la motivation et la performance au même titre que les aspects matériels tels que la luminosité ou le salaire. Dans cette mesure, l'approche rompt avec le taylorisme, qui préconise le cloisonnement des tâches et la rémunération au résultat dans un objectif de rendement. Une question se pose alors. Lorsque nous obtenons ce qui semble être des améliorations des conditions de travail, ou ce que d'aucuns aiment nommer des acquis sociaux, ne se cache-t-il pas derrière, en réalité, de fortes notions de rentabilité ? Notre cerveau, tout comme nos croyances, a la fâcheuse tendance à nous jouer de mauvais tours. Il existe un mythe populaire selon lequel les autruches cachent leur tête dans les situations dangereuses. Et bien qu'il ne soit pas vrai qu'elles le fassent pour cette raison, cette idée reçue s'est tellement ancrée dans l'imaginaire populaire que l'expression « faire l'autruche » est devenue courant, utilisée lorsque quelqu'un tente de fuir la réalité d'un problème. Cette expression a même inspiré le nom d'un biais cognitif particulier, l'effet autruche. Mise en lumière en 2006 par les chercheurs Dan Galley et Orly Sade, le concept d'effet autruche a été utilisé pour désigner les personnes qui évitent de connaître les risques liés à certaines décisions ou situations financières. En d'autres termes, ceux qui se cachent les yeux lorsque des événements ou situations leur sont défavorables plutôt que d'affronter le problème et de tenter de le résoudre. Elle tire son origine d'une recherche dans laquelle Dan Galley et Orly Sade ont suivi le comportement d'investisseurs en bourse et ont constaté qu'ils vérifiaient les données lorsque la bourse se portait bien, mais qu'ils le faisaient beaucoup moins, voire cessaient totalement de le faire lorsque la situation se dégradait. En outre, plus la décision économique était risquée, plus ce phénomène était exacerbé. Cet effet autruche ne concerne pas uniquement l'aspect financier. Il s'applique également à tous les aspects de la vie dans lesquels des situations difficiles se présentent. Dans des moments de panique, face à un danger tel qu'un incendie, un accident d'avion ou toute autre catastrophe, il est parfaitement possible de subir cet effet autruche, de ne pas agir, de ne rien faire du tout. Pour faire face à ce biais cognitif, la meilleure chose à faire est de toujours examiner les situations dans lesquelles nous nous trouvons, les regarder en face, les accepter, aussi douloureuse puisse-t-elle être, et enfin, d'agir. Tout le monde connaît dans son entourage quelqu'un qui est passionné d'astrologie, de sciences occultes telles que la cartomancie, etc. Mais comment ces pseudosciences peuvent deviner vos traits de caractère aussi justement ? En fait, les astrologues ont une technique imparable, qui fonctionne sur 99% des gens, qui consiste tout simplement à vous décrire de façon très vague, afin de vous faire vous reconnaître dans cette description. Par exemple, vous avez besoin d'être aimé et admiré, et pourtant, vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore utilisé à votre avantage. Vous préférez une certaine dose de changement et de variété, et devenez insatisfait si on vous entoure de restrictions et de limitations. Vous avez trouvé qu'il est maladroit de se révéler trop facilement aux autres. Par moments, vous êtes très extraverti, bavard et sociable, tandis qu'à d'autres moments, vous êtes introverti, circonspect et réservé. Certaines de vos aspirations tendent à être assez irréalisables. Lorsque vous entendez cette description, vous vous reconnaissez très certainement dans certains traits, peut-être même dans tous. Tout le monde a besoin d'être aimé et admiré, c'est un des besoins de la pyramide de Maslow. Tout le monde a des points faibles et tout le monde trouve des moyens de les compenser. Tout le monde a un potentiel inutilisé. Bref, vous l'aurez compris, cette description est simplement une description de la nature humaine. Ce genre de technique est très largement utilisé dans des domaines tels que l'astrologie, la cartomancie, la lecture froide, etc. Mais les sciences occultes ne sont pas les seules à profiter de ce biais. En effet, la publicité, les commerciaux, les politiciens, tous connaissent la force et le pouvoir que peuvent acheter ce genre de connaissances.